Madame Blanchet, on va vous donner la parole. Madame Blanchet est la présidente du CCI Paris et qui a eu la gentillesse d'accepter d'être aujourd'hui avec nous pour parler d'un sujet fort intéressant, c'est l'état antérieur. Voilà, vous avez la parole, madame. Je suis très honorée d'intervenir devant vous sur un sujet qui est très vaste, qui est intitulé « L'état antérieur, quel rôle dans la détermination des responsabilités et quelle importance dans l'évaluation des préjudices ». Alors, je ne prétends pas le traiter de manière exhaustive, tant ce sujet irrigue tout le champ de la responsabilité médicale, mais je le ferai avec mon regard de présidente de la commission de conciliation et d'indemnisation, qui, je le dis à destination de vos confrères étrangers, est une commission administrative qui est chargée de rendre des avis qui sont destinés à faciliter le règlement amiable des litiges en matière de responsabilité médicale. Alors, je le soulignerai en précisant ce qui est attendu de l'expert, puisque cette intervention s'inscrit dans le thème plus général des aspects pratiques de l'expertise. Alors, qu'est-ce que l'état antérieur ? En responsabilité médicale, l'état antérieur peut être défini comme l'état connu du patient qui existe avant le fait dommageable. Il se distingue des facteurs de risque, tels que le tabagisme, mais je crois qu'en réalité, l'état antérieur du patient doit être apprécié de manière beaucoup plus large par l'expert, qui doit s'intéresser aussi à la sphère personnelle et professionnelle du patient. Depuis l'arrêt Mercier de 1936, le bien nommé, la responsabilité médicale suppose, vous le savez, la démonstration d'une faute et d'un préjudice en lien direct et certain avec cette faute. Si le dommage est lié à l'évolution inéluctable de la pathologie du patient ou de son état antérieur, eh bien, il n'y a pas de lien de causalité entre la prise en charge médicale et le dommage, et il n'y a donc pas de responsabilité. De même, en cas d'échec thérapeutique, qui est défini comme l'absence d'amélioration ou d'aggravation de l'état du patient, aucune indemnisation n'est due. Il appartient donc à l'expert, lorsqu'il est désigné par la commission ou par un tribunal, de déterminer si l'état de santé actuel du patient ou son décès est lié à un accident médical ou à l'évolution naturelle de son état antérieur ou encore à un échec thérapeutique. Tout le travail de l'expert consiste à reconstituer l'état antérieur du patient avant la prise en charge litigieuse, à décrire les conditions de cette prise en charge et puis ensuite à définir la cause du dommage et son mécanisme. Alors, dans un premier temps, l'expert doit rechercher dans le dossier médical toutes les données qui sont liées à l'état de santé antérieur du patient. Naturellement, quels étaient ses antécédents personnels, familiaux, les facteurs de risque, la pathologie, naturellement, qui va motiver les soins, les conditions d'emploi aussi, ça c'est jamais neutre, ou les conditions de logement du patient. Il doit compléter ces éléments en interrogeant naturellement le demandeur sur son état avant la prise en charge litigieuse, quel était le périmètre de marche, ses signes déficitaires, son degré d'autonomie, le type, l'importance des douleurs, les traitements en cours, leur observance. Et l'expert va procéder, vous le savez, à l'examen clinique et, le cas échéant, et des imageries. L'expert, et c'est là tout le cœur de sa mission, après avoir donc pris connaissance des pièces médicales, va d'abord rechercher si l'état antérieur a bien été appréhendé par le praticien dont la responsabilité a été recherchée et si ce praticien a posé le bon diagnostic. Vous savez qu'une erreur de diagnostic n'est pas nécessairement fautive et que la dimension du temps est extrêmement importante. À la CCI, nous avons eu une affaire très douloureuse d'un jeune étudiant en médecine
qui était atteint d'un sarcome du genou, dont il est finalement décédé et qui avait été pris en charge par 3 chirurgiens orthopédistes de manière successive. Et nous avons retenu l'existence d'un retard de diagnostic à l'égard de l'un d'entre eux seulement, considérant qu'au moment de sa prise en charge, les signes cliniques étaient devenus tels qu'ils devaient faire évoquer le diagnostic. L'expert doit également apprécier si le traitement proposé était ou non justifié par la pathologie du patient et son état antérieur. La Cour de cassation rappelle que le médecin a l'obligation de se renseigner avec précision sur l'état de santé du patient afin d'évaluer les risques encourus dans le cadre de tel ou tel traitement. Après avoir donc porté son attention sur le diagnostic, était-il le bon ou pas, l'expert doit ensuite rechercher si l'indication était justifiée et si celle-ci n'était pas précipitée eu égard à l'état antérieur du patient. La CCI retient régulièrement la responsabilité de chirurgiens qui ne sont pas défendus par Maître Lacueille, qui posent une indication chirurgicale alors qu'une alternative sous forme d'un traitement médical, voire même d'une abstention thérapeutique, était préférable. L'état antérieur intervient encore dans l'appréciation de la faute, dans la réalisation du geste chirurgical. La Cour de cassation impose une obligation de précision au geste du chirurgien et en cas de lésion, sa faute est présumée. Mais il peut démontrer que l'anomalie anatomique du patient rendait la lésion inévitable, mais encore faut-il qu'il établisse qu'aucun examen en préopératoire ne permettait de déceler une telle anomalie. La notion d'état antérieur intervient enfin lorsqu'il s'agit d'apprécier un éventuel défaut de surveillance. Récemment, la CCI a eu à connaître des conséquences d'une intervention réalisée la veille d'un 24 décembre dans un établissement de soins privés. Les experts ont recherché si l'état antérieur du patient rendait ou non impérieuse la programmation de l'intervention ce jour-là. Et ils se sont demandé si l'équipe n'avait pas pris un risque en n'anticipant pas la survenue d'une complication qui s'est réalisée alors que l'effectif de la clinique était en sous-effectif, qu'un des 2 blocs était fermé et occupé au moment où la complication s'est produite, ce qui a retardé la prise en charge du patient. En matière d'infection, l'état antérieur du patient est une donnée qui a également son importance, mais cette fois-ci dans la qualification. L'infection est qualifiée de nosocomiale lorsqu'elle survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et si elle n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Et dernièrement, le Conseil d'État a rendu un arrêt, le 23 mars 2018, qui me semble-t-il est particulièrement intéressant, sur la prise en compte de l'état antérieur dans la qualification de l'infection. L'affaire concernait une dame qui avait été admise dans un établissement de santé à la suite d'un AVC. 11 jours plus tard, elle a présenté une détresse respiratoire résultant d'une infection contractée au cours de son séjour à l'hôpital, infection causée par la régurgitation du liquide gastrique qui avait pénétré dans ses bronches. Le Conseil d'État a relevé que l'infection était bien survenue au cours de la prise en charge dans un établissement de soins. Il a considéré que le caractère nosocomial de l'infection était présumé, mais que cette présomption cédait néanmoins devant la preuve apportée par l'hôpital que cette infection n'était pas causée par les soins, mais par la pathologie de la patiente. L'infection sans lien avec la prise en charge ne peut donc être qualifiée de nosocomiale. Il ressort de ce qui précède que l'évaluation de l'état antérieur en préopératoire est une source extrêmement importante de responsabilité pour les chirurgiens et que de sa juste appréciation dépend en grande partie la conformité de la prise en charge aux règles de l'art. Mais l'état antérieur est également une notion qui intervient dans l'évaluation des préjudices. Le principe posé est le suivant.
La victime peut obtenir la réparation des préjudices actuels et des préjudices certains, s'ils seront éprouvés dans le futur, qui résultent du fait dommageable. Il faut donc distinguer la part du dommage en lien avec l'état antérieur et le traitement subi, et la part résultant du fait dommageable ouvrant droit seulement à réparation. La question qui se pose est toujours la même. Dans quelle mesure les soins ont-ils aggravé l'étendue du dommage existant lié à la maladie ou à un traumatisme initial? Dans quelle mesure le préjudice est consécutif au fait du praticien? Il arrive, et c'est souvent le cas, que dans les suites d'un accident médical, le patient présente une pathologie psychiatrique ou une fragilité psychique jusqu'alors méconnue. L'accident va révéler un état pathologique qui était jusqu'alors ignoré ou latent, qui va finalement se décompenser. Eh bien, le patient doit être indemnisé à travers la prise en charge de soins psychiatriques ou d'une prise en charge psychologique, mais cela peut aller plus loin lorsque, du fait de ses troubles, par exemple, il ne peut plus travailler et il a droit alors à ce moment-là à une compensation financière ou de sa perte de gain ou l'indemnisation de l'incidence professionnelle qu'il subit. Il est également tenu compte de l'état antérieur dans l'évaluation du préjudice lorsque l'accident médical va transformer radicalement la nature de l'invalidité dont était atteint le patient avant l'accident, avant les soins. Par exemple, c'est le cas classique d'un patient qui a une vision réduite à l'œil gauche. Il perd la vision de l'œil droit du fait d'une complication. Eh bien, la jurisprudence considère que le patient a perdu la vision binoculaire et que son préjudice doit être apprécié dans sa globalité. Alors, quid en cas de refus de soins? Eh bien, la Cour de cassation considère que la victime d'un dommage n'a pas l'obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés et son refus ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation. Dans son évaluation, il faut donc que l'expert, en matière donc de responsabilité médicale, il faut que l'expert déduise les préjudices, les dommages liés à l'état antérieur connu avant l'intervention et les préjudices attendus du fait de l'intervention. Je donne un exemple en matière orthopédique. Prenons le cas d'une personne qui fait une chute. L'expert va déterminer le taux actuel d'AIPP, donc les séquelles liées à l'accident, mais il va déduire de ce taux les séquelles, le taux de séquelles attendu du fait du traumatisme initial lié à la chute. Seuls les préjudices liés à l'aggravation de l'état du patient du fait de l'accident médical sont indemnisés et non pas l'état antérieur résultant de la maladie ou du traumatisme initial présenté par le patient. En matière d'infection, si le caractère nosocomial de l'infection est retenu, la réparation couvre le préjudice strictement en lien avec l'infection et non pas celle en lien avec la pathologie initiale. Je vais prendre l'exemple d'un footballeur professionnel qui présente des douleurs à la cheville. Il subit un arthroscanner dans les suites duquel il présente une infection à streptocoque. La Cour d'appel, qui sera approuvée par la Cour de cassation, a, dans son pouvoir souverain d'appréciation, admis que l'infection nosocomiale avait aggravé l'état de santé antérieur du patient et que cette infection avait contribué pour partie à l'arrêt de sa carrière de footballeur professionnel dans une proportion qu'elle a évaluée, fixée de manière souveraine à 55%. L'état antérieur intervient encore dans l'appréciation de l'indemnisation de l'accident médical non fautif qui, vous le savez, est pris en charge sous certaines conditions par l'ONIAM. C'est l'une des avancées de la loi de 2002. Donc il n'y a pas de responsabilité, mais est survenu un accident médical non fautif. Pour que cet accident médical non fautif soit indemnisé par l'ONIAM,
il faut en premier lieu que cet accident ait provoqué un dommage grave. Ce sont les critères de compétence, qui s'appliquent à la CCI, mais qui s'appliquent aussi par répercussion à une prise en charge, pour qu'il y ait une prise en charge par l'ONIAM. Ces critères de gravité qui vont donc déterminer une prise en charge par l'ONIAM en cas d'accident médical non fautif sont les suivants. Il faut que les soins aient provoqué le décès, que l'accident médical ait provoqué le décès, ou un taux d'AIPP au moins égal à 24%, ou une durée de travail au moins égale à 6 mois, ou un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50% sur 6 mois, ou que cet accident soit à l'origine d'une incapacité d'exercer la profession que le patient exerçait antérieurement, ou qu'elle soit encore à l'origine de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence. Je l'ai dit, l'intervention de l'ONIAM en cas d'accident médical non fautif est toujours subsidiaire. Ça suppose qu'il n'y a pas de responsabilité de professionnel ou d'établissement de soins qui soit engagé. Il faut ensuite, et c'est important, que les préjudices soient directement imputables à un acte de prévention, de soins, de diagnostic, ce qui exclut que le préjudice soit en lien avec un échec thérapeutique ou encore en lien avec l'évolution inéluctable de l'état antérieur du patient. Il faut donc ensuite, et c'est la dernière condition, que les actes de soins aient eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible. Et là, la notion d'état antérieur intervient avec beaucoup de force. Pour apprécier si les conséquences de l'acte médical sont anormales, la jurisprudence a élaboré 2 critères. Le premier, c'est l'approche par gravité et le second, c'est l'approche par risque. Dans l'approche par gravité, l'expert doit dire si les conséquences de l'acte médical, qui est à l'origine du dommage, sont notablement plus graves qu'en cas d'abstention thérapeutique. Il doit donc dire quelle aurait été l'évolution du patient en cas d'abstention thérapeutique et quel est l'état du patient après l'intervention dommageable. La CCI va comparer ces 2 états et apprécie si l'état actuel du patient est notablement plus grave qu'en cas d'abstention thérapeutique. Le second critère d'anormalité, qui permet donc de faire peser la charge de l'indemnisation d'un accident médical non fautif sur l'ONIAM, c'est l'approche par risque. La question posée à l'expert est la suivante. Est-ce que la survenance du dommage chez ce patient, dans les conditions où l'acte a été accompli, présentait ou non une probabilité faible ? L'appréciation du caractère faible doit être fondée sur la littérature médicale et le taux de complications qu'il doit proposer doit toujours se justifier par rapport à la situation du patient au sens large. Cela veut dire que l'expert va prendre en considération dans quelles conditions le soin a été réalisé, s'agit-il d'un soin programmé, s'agit-il d'un soin en urgence, mais l'expert va aussi déterminer, va aussi prendre en compte les facteurs liés au patient et à son état antérieur. Je vais vous donner un exemple de manière concrète. Prenons l'exemple d'un patient qui bénéficie d'un traitement chirurgical pour soigner une tumeur bénigne de la région de l'hypophyse. Il présente ensuite une récidive de la tumeur qui va être traitée par radiochirurgie et dans les suites de ce traitement, il subit une perte fonctionnelle de son œil. Sur le fondement du premier critère, l'expert doit dire quelle aurait été l'évolution du patient en l'absence d'intervention. Quelles auraient été ses conséquences ? Eh bien, ses fonctions optiques se seraient gravement altérées car la tumeur aurait atteint la fonction oculaire. Ce premier critère n'est pas rempli. Sur le fondement du second critère, c'est-à-dire l'approche par risque, l'expert répond que le risque de complications moyen est de 2 à 3%.
mais que le risque chez ce patient était accru par des facteurs particuliers, la récidive de la tumeur, le tabagisme chronique du patient, la localisation de la tumeur. Donc, dans cette affaire, les conséquences dommageables qui ont résulté de cette intervention n'ont pas été considérées comme anormales et donc l'ONIAM n'a pas eu à indemniser le patient de cet accident médical non fautif. Alors me direz-vous, existe-t-il un seuil de complications fixé par la loi ou par la jurisprudence, seuil en dessous duquel l'ONIAM doit intervenir? Eh bien non, ce risque n'est pas fixé par la loi. On sait que la Cour de cassation a considéré qu'un risque de 6 à 8% n'est pas considéré comme faible, mais le Conseil d'État, semble-t-il, en tout cas c'est le dernier état de sa jurisprudence, a considéré que la limite haute serait de 3%. En tout cas, c'est toujours du cas par cas. Il appartient, et il est important de le souligner, il appartient toujours à l'expert de motiver le taux de complication qu'il propose en fonction de ce qu'il lit dans la littérature médicale, en raisonnant toujours par rapport à l'état antérieur du patient, et il devra donc toujours raisonner en tenant compte, le cas échéant, de précédentes interventions, des comorbidités du patient, de ses facteurs de risque, de son âge, etc. Pour terminer, je dirais que l'expert, comme le juge, doit départager sur le plan médical des positions contraires, souvent contraires, et comme le dit Paul Ricoeur, départager, c'est rendre à chacun sa part. Cela signifie que le bon expert est celui qui motive ses conclusions, qui explique les raisons pour lesquelles il retient ou non tel ou tel argument soulevé par les parties, et c'est celui qui concourt par son travail à ce que l'avis ou le jugement rendu par la suite soit accepté par les parties. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Vous nous avez bien éclairé. Je voudrais poser une question sur l'indication. C'est que dans un certain nombre de domaines, nous, les médecins, nous-mêmes, nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous donne un exemple très simple. Pour ce qui est ma spécialité, la chirurgie cardiaque, on n'a jamais fait une étude pour savoir si ça servait à quelque chose de changer les valves cardiaques malades. Parce qu'avant, c'était des gens qui mouraient, et dès qu'on a eu les premières valves, qu'on a vu que ça ne mourait pas, on n'a pas fait d'études. On n'a pas fait d'études. Et puis après, on a extrapolé. Au départ, on le prenait par des gens qui allaient mourir dans les 6 mois, et maintenant, il y a un rétrécissement aortique, 80, 85, 90, 95 ans. On se pose la question, en l'extrapolant, de changer la valve, ceci d'autant plus que maintenant, il est possible de le faire par voie percutanée. Donc, il y a des choses que nous, les médecins, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Comment nous devons nous comporter? Je pense que, il faut vivre les choses un peu de manière sereine. Déjà, se dire que la vérité médicale, comme la vérité judiciaire, ça n'existe pas. Je pense que c'est un constat qui sera partagé. La médecine, c'est quelque chose qui évolue très rapidement. Vous communiquez beaucoup. C'est ce qui m'a frappé en devenant président de CCI, c'est que le monde médical communique beaucoup à travers la littérature, les publications, etc. Mais il faut quand même toujours avoir à l'esprit que pour apprécier si l'obligation de moyens était respectée par le praticien, la jurisprudence se fonde toujours sur un chirurgien, un médecin de qualité moyenne. Donc tout le monde ne s'appelle pas professeur Gangebach. Donc le référentiel qui est pris en charge par le référentiel qui permet à la fois à l'expert et ensuite au tribunal ou à la CCI de dire qu'il y a eu un manquement aux règles de l'art, c'est toujours par rapport à un praticien placé dans les mêmes conditions, un praticien de qualité moyenne. On n'attend pas toujours... voilà. Oui, allez-y. Madame la Présidente, je voudrais vous interroger sur une difficulté concernant l'état antérieur que l'on rencontre lors des expertises. Ce n'est pas celui de la responsabilité, mais de l'imputabilité. C'est-à-dire, je prends un exemple, il y a un traumatisme, on ne retrouve rien de particulier sur le plan traumatique, et on découvre qu'il y avait une arthrose, et finalement,
dans la durée, le patient subit une arthroplastie. Donc la question est de savoir si le traumatisme a un état antérieur silencieux, mais qui existait de longue date. Une arthrose est évolutive. Donc la question qu'on nous pose souvent, c'est savoir est-ce que l'accident est responsable de l'arthroplastie qui a été faite, ou est-ce que c'est l'évolution normale de l'arthrose? Est-ce qu'il y a une part de responsabilité dans le traumatisme à quelque chose qui se serait peut-être déclaré beaucoup plus tard? Et on est assez souvent confronté à cette question-là. Ça, c'est après. Bon, moi, je suis juriste, je ne suis pas médecin, mais c'est aussi à vous. On vous interroge sur la question de l'imputabilité, le lien de causalité. Dans quelle mesure le dommage actuel est lié aux soins? Est-ce que voilà, il y a une part qui est liée à... Alors, si l'état antérieur était inconnu, il risque d'être indemnisé. En revanche, s'il n'était pas connu et qu'il se décompense, à ce moment-là, dans ce cas-là, il sera indemnisé. Alors, un état antérieur qui va se décompenser à l'occasion des soins va être pris en charge. Alors l'occasion est rêvée de demander l'expérience, s'il en accepte de nous donner quelques informations, à Henri Judet. Quelle est son expérience des accidents, de l'imputabilité des prothèses après les accidents? Si tu veux nous dire quelques mots. Oui, merci. C'est une situation qu'on rencontre assez souvent. Une personne qui a subi un traumatisme de la voie publique ou d'activités diverses, et à l'occasion de la radiographie qu'on lui fait, on découvre qu'il est porteur d'une arthrose de la hanche ou du genou ou d'autre chose, qui jusque-là n'avait donné aucun symptôme évident. Et donc à ce moment-là, on est très prudent, c'est-à-dire qu'on attend de voir un petit peu comment ça va évoluer avant de poser une indication chirurgicale immédiate, parce que si c'était méconnu du malade, c'est que ça ne le gênait pas beaucoup. Et si après il y avait une complication de notre opération, il est évident qu'on aurait aggravé un état qui précédemment ne le gênait pas du tout. Donc c'est une question à laquelle on est confronté souvent et pour lequel on observe une grande prudence dans l'indication. C'est aussi, voilà, quelle est l'imputabilité du dommage aux soins? C'est toute la question technique qui vous appartient de résoudre. Et dans la question, ça dépend de comment on présente. Si on regarde la radiographie, on voit qu'il y a une arthrose. On dit au patient, écoutez, il y a un petit quelque chose, mais c'est pas grave. Le lendemain matin, il marche, il n'a pas de mal. Mais si on regarde, on dit, oh là là là, comment il est de votre hanche? C'est abîmé, hein. Je me demande, le lendemain matin, en marchant, il a mal. C'est la même situation. Moi, je voudrais vous placer sur le plan de la cancérologie. Si, parce que c'est un débat qui est... Il y a une tumeur cancéreuse dont la chirurgie, on sait, est extrêmement difficile. Et je pense notamment des cas comme le sarcome, soyons pas trop médical. Et donc, il y a là un engagement dont on ne connaît pas toujours l'histoire naturelle. Surtout qu'on a éventuellement des traitements ciblés qui ont changé. Or, on sait que le meilleur traitement, c'est quand même la chirurgie. Donc, il y a quand même un engagement chirurgical où là, c'est plus qu'une information. C'est un consentement partagé extrêmement complexe pour dire à un patient ou une patiente, je vais vous faire un geste chirurgical dont la probabilité de mortalité est peut-être de 10 ou 15%, ou en tous les cas de séquelles, et je pense notamment au sarcome pelvien, où vous allez vous retrouver peut-être avec une poche, une urétérostomie, etc. Et donc, si vous voulez, cette décision préopératoire, si ça passe, ben vous avez gagné, vous êtes le héros, vous avez des chocolats jusqu'à la fin de votre vie. Si ça passe pas, et donc je trouve que cette difficulté d'intrication dans la discussion avec le patient ou la patiente à ce moment-là est extrêmement complexe. Et qu'est-ce que va faire après la jurisprudence si jamais justement il me l'a dit, mais enfin voilà, je me retrouve avec 3 poches, etc. Voire je meurs et la famille attaque. C'est vraiment là l'état antérieur, il est de toute façon, madame ou monsieur, vous allez mourir. Alors donc et on va tous mourir. Donc vous voyez, je suis un peu sévère là, mais oui, mais on en revient toujours à ce moment que vous dénommez de colloque singulier entre le patient et le médecin. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir et d'autres qui veulent savoir. Donc je pense que, outre votre technicité, on attend de vous beaucoup de psychologie, et je pense que c'est aussi toute la difficulté de votre dossier. Mais encore une fois, on en revient à la question. Les soins doivent être consentis. Il
faut expliquer les choses. Je pense qu'il faut trouver le temps d'expliquer les choses. Vous savez, devant la CCI, je pense qu'il y a à peu près le tiers des demandes qui concernent un défaut de communication. Alors un défaut de communication, mais c'est non seulement sur l'état du patient qui est pris en charge, par la famille ne comprend pas, n'avait pas du tout conscience de la gravité de l'état du patient, donc finalement ils tombent de haut lorsqu'on leur apprend quelques jours après la prise en charge que leur parent est décédé. Et puis il y a aussi tous ceux qui viennent devant la CCI alors même qu'il y a 3 pages de comorbidité, mais qui les oublient totalement. Les patients oublient qu'ils n'étaient pas forcément en bonne santé quand ils ont été pris en charge. Il y a une forme de déni collectif qui est, me semble-t-il, aussi lié au fait qu'on attend beaucoup du médecin, du chirurgien, qui n'est pas là pour soigner, mais qui est souvent perçu comme quelqu'un qui doit guérir. Et c'est extrêmement visible en CCI, parfois on doute de la réalité. Voilà, donc je pense que ça fait partie aussi de la bonne communication, ça doit aussi faire partie de la qualité de la prise en charge. Et tout à l'heure on a parlé du consentement, de l'information. Les personnes ne font pas d'action en responsabilité parce qu'ils n'ont pas été informés sur un risque qui est survenu, mais dans 80% des cas, 90% des cas, à l'occasion d'un procès en responsabilité, ils vont dire qu'ils n'ont pas été informés. Oui, Madame la Présidente, je voulais poser, enfin c'est pas vraiment une question, mais rapporter des situations dans lesquelles on se trouve en expertise. La première, c'est le défaut de transmission de pièces. Tous ceux qui ont fait des expertises savent qu'on demande des pièces, on demande des pièces, on demande des pièces, elles n'arrivent jamais. Il y a certaines structures hospitalières qui sont particulièrement connues pour ne pas les transmettre. Et puis, il y a une deuxième situation, que j'ai été confronté tout récemment d'ailleurs, des familles qui mentent effrontément. C'est-à-dire un équarrisseur qui arrive avec un syndrome occlusif qui doit durer depuis 8 jours. On demande à sa femme, mais il n'avait pas de trouble digestif. Non, il n'avait aucun trouble digestif. Et deuxième question, est-ce qu'il buvait un peu? La profession d'équarrisseur est bien connue pour boire que de l'eau. Et en fait, il avait une énorme cirrhose du foie qui s'est décompensée dans les suites de l'intervention chirurgicale. Alors c'est parfois un peu difficile aussi pour nous de dire, alors l'état antérieur, la famille dit il n'y en a pas, et puis nous, médicalement parlant, l'état antérieur est évident, on n'arrive pas en occlusion du jour au lendemain sans... Vous voyez ? D'où, je l'ai dit tout à l'heure, d'où l'importance toujours, c'est extrêmement important, le préopératoire, l'interrogation, les interrogations, les questions, avoir une approche très holistique finalement du patient dans tout son environnement. On ne prendra pas en charge un patient qui est maçon comme un fonctionnaire. Enfin voilà, c'est vraiment noter le plus possible de choses dans le dossier médical, c'est évident. Alors après, sur les difficultés liées à la communication de pièces, je pense que dans l'avenir, avec la dématérialisation, les choses iront beaucoup mieux. Maintenant, je le sais, les présidents de CCI ont écrit de manière collective aux assureurs pour leur dire que c'était pas admissible de faire ou de la rétention de pièces ou que le médecin conseil arrive le jour de l'expertise avec le dossier médical sous le bras. À la CCI de France, on demande aux requérants, aux demandeurs de solliciter la communication des pièces médicales. On a donc toujours un début de dossier qu'on transmet ensuite à l'expert pour qu'il ait une prévision du dossier, qui commence à travailler pour préparer la réunion d'expertise. Je sais que c'est une vraie difficulté, mais je pense que le sens de l'histoire va vers une dématérialisation de l'ensemble des établissements et que ça ne pourra qu'aller mieux dans le futur. Et la dernière question. Je reprends l'exemple de votre footballeur professionnel de tout à l'heure. Ce patient a besoin d'un arthroscanner si on veut voir l'intérieur de son articulation. Oui. Donc on ne peut pas faire autrement et il accepte cet arthroscanner avec tous les bénéfices putatifs de l'examen, mais également avec ses inconvénients. On sait très bien qu'en faisant un arthroscanner, il y a un risque infectieux. Donc si on accepte cet examen, on accepte également le risque. Alors comment faire grief de cette infection dont on sait très bien qu'elle peut arriver, mais que c'est le prix à payer pour avoir une possibilité opératoire?
opératoire. Oui, alors le régime de la responsabilité des infections nosocomiales n'est pas fondé véritablement sur la faute. La faute, c'est pas véritablement la question. Il faut qualifier l'infection nosocomiale, c'est-à-dire chercher si elle a été contractée au sein d'un établissement de soins. Voilà, c'est des choses vont assez rapidement. Oui, mais enfin, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la dame. On a dit que c'était pas nosocomial, alors même que l'infection avait été contractée au sein d'un établissement de soins. Cette infection-là, elle est liée à l'arthroscanner, elle n'est pas liée à l'évolution du patient. Donc c'est normal, quelque part, que ce risque que finalement la médecine n'arrive pas encore à juguler de manière totale et qui ne sera jamais soit indemnisé. On est tous porteurs, semble-t-il, de bactéries, etc., de choses qui se révèlent. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. On accepte l'omelette, on accepte également de casser les œufs. Alors, cela dit, si vous voulez, les assureurs des établissements de soins ont obtenu de l'ONIAM, je crois que c'est en 2013, que ce soit l'ONIAM qui prenne en charge les décès qui sont consécutifs à une infection nosocomiale. Je sais que, en dépit de toute l'attention qui est portée par les clins, etc., par le personnel soignant, sur la propreté d'hygiène, etc., il y aura toujours des infections nosocomiales, mais voilà, la loi a décidé qu'il y aurait droit à une indemnisation. C'est un droit à indemnisation, il n'y a pas de faute à démontrer, il suffit juste de démontrer le caractère nosocomial de l'infection. Il y a une indemnisation qui est due ou par l'établissement ou par l'ONIAM si cette infection a provoqué le décès. Bien, on vous remercie infiniment, vous nous avez bien éclairé. Merci. Et maintenant...